Yorana et bienvenue dans Manava. Le TDAH, c'est par cette abréviation que l'on nomme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Avec nos invités du jour, nous allons découvrir ce syndrome. Alors j'accueille aujourd'hui Kellen Brio, qui est Yorana. pédopsychiatre, Heyari Wong, qui est neuropsychologue pour Bonjour. l'Institut Synapse, Claudine et Arthur. Donc Claudine est la maman d'Arthur et Arthur est atteint d'un TDAH. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Heyari, en quelques mots, qu'est-ce que le TDAH? Oh, en quelques mots. Alors, en fait, c'est une pathologie qu'on dit neurodéveloppementale. Un mot compliqué, mais en fait, c'est pour dire que le cerveau, dans la façon dont il va se développer, ce développement va être responsable de difficultés, un retard de développement de certaines capacités. Et dans le TDAH, on est sur le registre attentionnel, la concentration. Est-ce qu'il existe différents types de TDAH? Oui, on va dire qu'il existe trois grands sous-types du TDAH. Le TDAH avec une prédominance hyperactivité-impulsivité. C'est des enfants qu'on repère généralement tôt parce que ça bouge beaucoup à l'école, à la maison. Un versant plus inattentif où là, l'enfant est beaucoup dans le papillonnage, un peu dans la lune. Et un sous-type avec un mix un peu des deux. À savoir que ces sous-types vont évoluer avec le temps parce que lorsque l'enfant grandit, eh ben, les symptômes évoluent aussi avec la maturité cérébrale et le développement de l'enfant en soi. Kellen, comment un TDAH est diagnostiqué? Alors, c'est un diagnostic qui est médical. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre avec un spécialiste, donc soit pédopsychiatre, neuropédiatre, pédiatre, qui puisse constater la présence de certains symptômes, qui puissent correspondre au diagnostic et s'appuyer sur des bilans faits par d'autres spécialistes, dont des neuropsychologues et d'autres spécialistes orthophonistes ou autres, pour justement conjuguer tous les éléments, bien comprendre le fonctionnement de l'enfant et du coup pouvoir aboutir à un diagnostic de TDAH. Claudine, comment le diagnostic s'est fait pour Arthur? Longue histoire. Alors nous, ça a été compliqué. Il a 25 ans. On a été en errance thérapeutique pendant 13 ans. Qu'est-ce qu'une C'est-à-dire errance errance thérapeutique? thérapeutique. On s'est adressé à des médecins qui a constaté l'hyperactivité d'Arthur, puisque on sortait pas du cabinet sans qu'il ait démonté tout le cabinet du médecin. Il avait fouillé toutes ses armoires, il avait retiré les tiroirs étaient sortis. Enfin, il avait tout J'aime bien le démonté. sourire d'Arthur quand tu dis ça. Donc, c'était ça à chaque consultation. Donc, on m'a envoyé voir diverses personnes, orthophonistes, ergothérapeutes. Je suis allée voir une pédopsychiatre au Faret Tamaou. Je n'ai pas eu de diagnostic. Et en fait, je me suis adressée à un neurologue que je connaissais. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu vois mon fils Arthur parce que j'en peux plus. Et il l'a vu, il l'a regardé. Au bout de 5 minutes, il m'a dit, bah, ton fils, il est TDAH. Et après ça, je suis allée voir Yari qui a posé le diagnostic. Mon fils avait 13 ans. Alors quand tu parles d'errance, c'est un mot assez dur. Ça veut dire qu'on ne savait pas suffisamment le diagnostiquer à l'époque? Ou Non, est-ce il y avait, qu'on manque de moyens? Enfin, parce que il le y mot avait- est dur, hein. le mot est dur, mais c'est une triste Oui, une réalité. réalité, j'imagine, oui, oui. C'est-à-dire non, je crois que je suis pas tombée sur les bonnes personnes. Pourtant, Dieu sait que je me suis adressée à des médecins et jamais on ne m'a dit qu'il avait un TDAH. Jamais. On m'a parlé de dyslexie, d'éventuels troubles de l'attention. Mais alors, ne t'inquiète pas, maman, ça va aller. Ça, qu'est-ce que je l'ai entendu? Ne t'inquiète pas, maman, ça va aller. L'école, les médecins, tous m'ont dit, ne t'inquiète pas, maman, ça va aller. En tant que maman, vous savez que ça va pas. Voilà. Et Yari, quel type de symptômes Oui. vont mettre en avant justement Je rebondis bien sur ce qui a sûr. été dit. Ben oui, c'est un diagnostic qui est compliqué parce qu'en fait, nos critères, ils sont que cliniques. C'est-à-dire qu'on va observer des signes d'inattention et des signes d'hyperactivité. Et on n'a pas aujourd'hui d'outils comme une prise de sang, par exemple, qui va nous permettre de dire, OK, c'est un TDAH. Donc oui, c'est un diagnostic qui est lent parce qu'il faut combiner plusieurs évaluations, plusieurs données. Et donc, ben oui, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Et puis, des fois, on est face à des professionnels qui ne connaissent pas forcément le TDAH. Et donc, ben, ça prend plus de temps. Donc Oui. c'est plutôt aux parents de le déceler alors. Puisqu'ils vivent ils vivent C'est avec souvent les l'enfant. parents qui vont s'apercevoir des premières choses, les parents, l'école, parce qu'ils Oui. sont le plus de temps avec l'enfant. Et ensuite, très vite, ben, quand on se rend compte que c'est un peu compliqué à la maison, à l'école,
il faut s'orienter vers un médecin, l'idéal un médecin spécialisé, donc un pédopsychiatre, un pédiatre, un neuropédiatre ou un neurologue pour les adultes ou un psychiatre pour les adultes. Comment est-ce qu'on peut différencier hyperactivité d'un TDAH? C'est là toute la question, c'est là que c'est difficile, parce qu'il y a plein de choses de la vie de tous les jours qui peuvent être responsables d'une hyperactivité, de difficultés attentionnelles, pas rattachées aux troubles, mais des difficultés attentionnelles comme la forte exposition aux écrans, par exemple, chez les enfants, qui va emmener une certaine forme de difficultés de gestion comportementale, émotionnelle, qui ne sont pas forcément dues à un TDAH. Donc voilà, la complexité du diagnostic. Arthur, comment est-ce que toi tu vis ça? Je le vis, c'est ma vie de tous les jours, donc je peux pas trop dire. C'est comme, je sais pas, il y a pas trop d'exemples, quoi, j'ai envie de dire. C'est surtout les autres qui le vivent à ma place. Parce Oui, que c'est à c'est, travers alors, soit le regard ou la vie ou la réaction des autres. Que voilà, tu c'est te... plutôt par rapport à la réaction des autres, de comment ils me perçoivent. voient, voilà. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'en ai un. Alors justement, comment ça se passe? Très compliqué, on va dire, parce que lui, il me semble qu'il n'a pas été diagnostiqué. Et donc, on a eu beaucoup de mal à s'entendre. On a eu, disons qu'il ne comprenait pas pourquoi moi je prenais beaucoup d'examens, pourquoi j'avais des choses quand j'ai été diagnostiqué. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais des choses en plus, pourquoi ma mère était plus souple sur beaucoup de choses. Donc, on va dire qu'il a été un peu un test pour le coup. Intéressant comme, ouais, comme vision. Quel est ce trouble apparaît vers quel âge et quelles en sont les causes, si on le sait? Alors, c'est un trouble du neurodéveloppement, comme on disait tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il apparaît très précocement, en fait, qu'il est présent très très précocement dans la vie de l'enfant. Donc en soi, il peut être détecté en théorie à n'importe quel moment, mais on a une limite qui est de l'âge de 6 ans pour pouvoir poser le diagnostic, parce que à cet âge-là, il y a assez de contraintes en fait au niveau scolaire, au niveau de ce qu'on attend de l'attention de l'enfant, pour pouvoir dire bon bah là c'est en décalage par rapport à ce qui est attendu à cet âge-là, donc on peut poser le diagnostic. Mais en soi, on pourrait le diagnostiquer à n'importe quel âge. Il y a même des adultes qui sont diagnostiqués parce que ça n'a pas été diagnostiqué En dans l'occurrence, l'enfance. 13 ans. À lui, 13 ans. Donc voilà, et parfois ça passe un peu entre les mailles aussi du diagnostic parce que les enfants peuvent s'adapter, peuvent mettre en place des techniques de compensation, peuvent faire un peu illusion. Et parfois, voilà, le diagnostic peut être très tardif aussi. Ça a l'air assez compliqué, hein. C'est pas facile. Et Claudine, justement, quelles répercussions ça a sur la vie au quotidien? La question est large. La question est large. C'est épuisant. C'est épuisant parce que il faut toujours être derrière. Il a un trouble de l'attention qui est très important, qui s'est amélioré avec le temps, mais qui n'est pas encore complètement résorbé. Il a une hyperactivité aussi, qui fait que les nuits sont courtes. Est-ce que Très tu peux courtes. donner, alors sans rentrer dans l'intimité des choses, mais est-ce que tu peux donner un ou deux exemples concrets pour qu'on puisse se l'imaginer? On puisse imaginer, c'est simple, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, il a 25 ans, je crois que jusqu'à ses 23 ans, je lui ai demandé de se laver les dents. Tous les jours, je lui disais, Arthur va te laver les dents. Arthur va te doucher. Arthur, n'oublie pas de te doucher, s'il te plaît. Oui, maman, j'y vais. J'adore son sourire. parce Oui, que maman, je suis j'y mort vais. de rire, Et le Arthur. lendemain, je me levais. Arthur, tu t'es pas douché? Ah, c'est tous les jours, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps. Maintenant, c'est devenu un rituel, donc c'est plus facile. Il faut ritualiser les choses. C'est-à-dire que même tout petit, j'ai essayé de ritualiser les choses, hein. Mais bon, il y a des enfants, ça marche. Il y a des enfants, ça met un peu plus de temps. Lui, ça met un peu plus de temps, mais on est arrivé. Maintenant, j'ai plus à demander. C'est déjà une bonne chose parce qu'il a quand même 25 ans. Mais ça a été très fatigant. Les devoirs, c'était un enfer. L'école, ça a été une période qui, pour moi, a été une source de stress immense. On va y revenir. Arthur, toi, comment si je peux, tu le vis, toi, avec ton entourage, avec tes amis, ou quand c'était à l'école, comment est-ce que tu te situais? Alors, on va dire que j'ai de la chance, enfin de la chance. Disons que j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis, puis ceux qui sont restés, en fait, ce sont ceux qui, justement, étaient dyslexiques TDAH. Donc, la plupart de mes amis actuellement ont des troubles, ce qui fait qu'on Donc, vous s'entend vous reconnaissez, absolument, voilà, on oui. se reconnaît très bien. Sauf qu'il y en a qui ont des troubles. Disons que moi, par exemple, je tremble constamment. D'autres, c'est beaucoup plus sur l'attention, on va dire. Donc, ça fait des groupes assez particuliers.
Un peu, donc, une période compliquée à l'école, puisque tout le monde ne peut pas comprendre que tu puisses avoir des réactions différentes. Ça, et surtout par rapport à ce que j'avais en plus en cours. Par exemple, j'avais un ordinateur pendant très longtemps et ça a été très compliqué pour les autres de, de l'accepter, on va dire. Tout est dans la façon dont on l'explique, j'imagine. Oui. Hélène? C'est ça. Oui, donc c'est compris par les autres enfants, par les enseignants, mais c'est pas toujours simple de trouver les mots pour que tout le monde comprenne bien ce qui nous arrive. C'est pas simple que ça soit dit par l'enfant non plus, donc c'est pour ça que c'est important que ça puisse être passé par d'autres biais aussi, pour que ce soit bien compris par la population Il y a une générale. vraie complexité, on le sent, on le comprend, et ça doit être, j'imagine, quand Claudine dit que c'est pesant et fatigant, je l'imagine au quotidien, ça doit être quelque chose quand même. Yari, est-ce que des adultes peuvent développer un TDAH? Pas développé, parce que justement, ça commence très jeune. Le TDAH, il apparaît pas à 15 ans, par exemple, comme ça, par magie. Ça s'appelle une crise d'adolescence, ça. Donc non, ça se repère très, très tôt, effectivement, parce que c'est dans la façon dont le cerveau et le corps se développent. Donc, en fait, les symptômes apparaissent très rapidement dans le développement de l'enfant. Ça n'apparaît pas comme ça, voilà. Mais rien n'empêche un adulte de rencontrer des difficultés de concentration si, par exemple, le sommeil est perturbé, s'il est trop anxieux, s'il est en période compliquée au travail et qu'il développe un burn-out, par exemple, bah oui, l'attention va être plus C'est difficile. très insidieux parce qu'en fait, ça peut donner à croire que c'est d'autres types de syndromes ou de maladies ou Des symptômes communs ou à des d'autres symptômes communs. Oui. pathologies, et du coup, oui, oui. Kellen, est-ce qu'il y a des indicateurs ou des alertes particulières qui peuvent dire aux mamans ou à la papa ou au papa pardon qu'on doit être on est peut-être sur un TDAH? Alors, il y a effectivement les symptômes d'inattention, les symptômes d'hyperactivité que les parents y repèrent très souvent, les enseignants aussi. Après, il y a d'autres manifestations qui sont liées au TDAH, comme par exemple les difficultés de régulation des émotions, des intolérances à la frustration. Explique ça, si je veux bien. Ce principe de régulation La des régulation émotions. des émotions. Oui. Dans le TDAH, ça c'est une autre particularité, c'est ce décalage un petit peu dans l'acquisition de la capacité à s'autoréguler au niveau émotionnel aussi, qui apparaît voilà, progressivement avec l'âge et qui peut prendre un petit peu plus de temps dans le TDAH. Donc des enfants qui vont avoir plus de mal à se calmer au niveau de la colère ou qui vont voilà, être plus facilement tristes, plus facilement joyeux et prenant des proportions très très importantes. Donc en fonction de, on va dire, du ressenti, ça peut être exacerbé. Exacerbé, et ça c'est aussi parfois une des principales plaintes des parents. Ça peut aussi être au niveau du comportement. Donc les troubles du comportement, c'est pas un symptôme du TDAH, ça n'a rien à voir, mais ça peut se surajouter. Et dans près de la moitié des cas d'enfants avec TDAH, il peut y avoir des troubles du comportement qui se surajoutent. D'où la confusion souvent entre TDAH et enfants turbulents. Voilà, c'est parce que souvent, parfois, ça peut s'associer. Donc ça peut aussi être une plainte des parents. Il ne faut pas s'arrêter à « il a des troubles du comportement », il faut aller chercher qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut expliquer ces troubles du comportement. Et quand on creuse un petit peu, effectivement, on peut voir il y a des difficultés d'attention, il y a des symptômes d'hyperactivité qui expliquent beaucoup mieux ce qui se passe pour l'enfant. Claudine, tu parlais tout à l'heure de la période scolaire qui a été compliquée. Alors, étaye en quoi ça a été compliqué et tu as dû faire face à quel type de problème ou de réaction? Alors, ma principale difficulté a été de faire comprendre qu'Arthur était un peu différent tout en étant tout à fait normal. C'est-à-dire une intelligence normale, mais un comportement différent. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Alors, je vais quand même tirer mon chapeau parce que les instituts du primaire, une fois que j'allais les voir, je leur expliquais comment était Arthur. Je suis tombée sur une directrice qui était fabuleuse, qui m'a toujours mis des enseignants, comme je disais, une main de fer dans un gant de velours. Et c'était ce qu'il fallait pour Arthur. Donc, la scolarité au primaire s'est à peu près bien déroulée. Après avoir redoublé le CP parce que, bon, l'école maternelle, on n'en parle même pas, c'était une catastrophe, mais il avance pas. Mais tu t'inquiètes pas, maman, hein, ça va venir. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Hein. Oui, parce que pas identifié et compliqué à identifier. Compliqué, parce qu'il retenait rien. Les couleurs, on n'en parle pas. Il est rentré à l'école, il savait pas parler. Il baragouinait énormément. Alors ça, par contre, il baragouinait. On comprenait pas un traître mot, mais jusqu'à ses 3 ans, il a baragouiné. Il est rentré à l'école, il ne parlait pas, à part papa, maman. C'est tout. Enfin, si, il parlait. Ah, blablabla, voilà. Et en fait, son institut m'a dit, ne t'inquiète pas, maman. Pour décembre, il parle. Et ça a été vrai.
En décembre, il faisait des phrases complètes. Ça a été très bien. Le primaire, je suis tombée sur des instits. Je leur expliquais comment était Arthur, qu'il fallait le mettre devant elle, pas de voisin, surtout pas à côté d'une fenêtre. Il fallait vraiment que quand il partait, il fallait aller le rechercher en lui disant « Hop, Arthur, tu reviens ». Il faut rien qui puisse mais rien, attirer son attention. Ah, Il rien. faut il faut rester focus. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse. Est-ce que ça, est-ce que ça peut être, tu sais que tu dois rester focus, mais est-ce que tu continues à le savoir ou parfois tu l'oublies et justement tu as besoin d'aide extérieure? Ben, c'est pas forcément quelque chose que tu contrôles. Disons que tu es en cours, donc tu essaies de te concentrer, mais disons que c'est assez compliqué de se concentrer constamment. Donc, forcément, quand tu dis je dois me concentrer, tu pars et tu te rends compte que tu as raté les choses. Donc, tu as un blanc. Très compliqué, ça justement. Et donc, continue Claudine. Donc, le primaire, nickel, parce que bon, les instits étaient là. Bon, il était suivi par des orthophonistes qui lui faisaient apprendre régulièrement l'alphabet, qu'il ne sait toujours pas, qui lui faisaient apprendre ses tables de multiplication, qu'il ne sait toujours pas. On va être clair. Il ne sait toujours pas. La date. Si, c'est en quelle année on est. Le mois, je ne mettrai pas ma main coupée qu'il sache quel mois on est. Ça va être clair. Après, le collège, là, ça a été la cata. Parce qu'on tombe sur des gens beaucoup moins tolérants, qui savent tout sur tout, bien sûr, Yari, je ne t'apprends rien, qui m'ont dit et madame, j'ai 150 élèves. Vous ne pensez pas que je vais faire une particularité pour votre fils? Je dis, s'il faudrait quand même. Donc Alors que là, il était en passe d'être, si je suis plus ou moins, là, il n'était pas encore diagnostiqué. C'est arrivé donc de 2 ans ou 3 ans plus tard. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Voilà. Quand il était en 4e, j'ai eu la chance en 5e de tomber sur un orthophoniste qui lui a imposé et qui a imposé à l'école un ordinateur parce qu'elle s'était rendue compte qu'il tapait beaucoup plus vite qu'il n'écrivait en fait. Donc elle m'a dit, écoute, tu t'inquiètes pas, tu me laisses gérer. Je l'ai laissé gérer. Elle s'est rendue à l'école. Elle a fait une réunion pédagogique avec tout le monde. Elle n'a pas manqué de culot. Et puis elle leur a dit, dorénavant, Arthur vient travailler avec son ordinateur. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Je dois dire que là, je suis tombée sur des gens qui étaient bien. Donc Arthur prenait son ordinateur. Le midi, il allait le déposer avec les surveillants. Il le récupérait à 13h. Et Moi, j'adore les réactions d'Arthur. Ah oui, parce que Disons que c'est plus ou moins vrai. C'est pour. Je déposais jamais mon ordi parce que. si tu le déposais. Non. Donc il y avait tout un procédure. Quand il pouvait, voilà. Quand je pouvais, on va dire. Et donc après, une fois que l'ordinateur a été mis en route, ça a été un peu plus simple. Mais les profs ne comprenaient pas le trouble d'Arthur. On va être clair, ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'était un enfant turbulent. Et alors, par contre, je tiens à remarquer que sur tous ces bulletins, sur toutes les matières, devrait faire preuve de plus d'attention. Oui. C'est insupportable. Alors après, évidemment, on fait le procès de personne parce qu'il y a une question de formation en amont aussi. Oui. Si les professeurs ou ces professeurs ne sont pas formés, on peut pas. Je comprends la maman, mais on peut pas leur emporter grief, parce que ils sont pas formés pour ça. Comment est-ce qu'on fait là ? Les choses évoluent bien, honnêtement. Ça c'est top, c'est bien Oui, d'entendre. ça évolue parce qu'on connaît de mieux en mieux ce trouble. Il y a 10 ans à aujourd'hui, on n'a pas la même connaissance du TDAH. Donc les choses évoluent bien et positivement. Et donc le corps enseignant se forme de plus en plus aux troubles développementaux en général. Parce qu'ils vont avoir, ces troubles, un impact très rapidement sur les apprentissages. On a fait plusieurs émissions sur Manava où on voit justement que le corps enseignant a des formations particulières et c'est très bien. Après, ils n'ont pas vocation, c'est pas leur spécialité, c'est en plus à chaque fois. Donc c'est pour rééquilibrer parce qu'on ne peut pas leur en vouloir s'ils ne le savent pas, tout simplement. Exactement. Comment est-ce que se soigne le TDAH, Yari ? Alors, il y a... Toi, tu as droit aux questions. Non, mais il y a plein d'approches pour la prise en charge du TDAH. Il n'y a pas un traitement qui permet de guérir du TDAH à ce jour. Par contre, on va avoir 2 grandes approches. Une approche médicamenteuse pour soulager les symptômes du TDAH et des approches non médicamenteuses. Et chacune de ces approches vont avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Ça peut être un mix de médicaments et de thérapie ou de... Je ne sais pas comment dire ça. Oui. Exactement, oui. En fonction aussi de la sévérité du trouble. Oui. En termes de thérapie, qu'est-ce qui va aider une personne qui a ce syndrome ? Oui, du coup, effectivement, on ne soigne pas parce que ce n'est pas une maladie. Le TDAH, c'est un
c'est un trouble du développement, donc c'est le fonctionnement de la personne. Donc on l'accompagne, on aménage autour. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est hyper important qu'il y ait les aménagements scolaires, qu'il y ait les aides à la maison pour bien comprendre comment fonctionne l'enfant, répondre au mieux. Les prises en charge en thérapie, donc en neuropsychologie, en orthophonie, selon les troubles qui peuvent être associés, en psychomotricité, ergothérapie, etc. Et effectivement, il y a cette partie médicamenteuse qui existe, qu'on connaît bien, et qui est là pour soulager les symptômes. Donc sur du temporaire, c'est vraiment un coup de pouce, donc pour soulager sur la journée, pour faire en sorte que les temps d'école soient moins difficiles, parce que c'est un traitement qui dure que sur la journée, donc qui n'aide que pour ces temps-là, et pour que l'enfant il soit plus à même de montrer ses capacités, parce que dans le TDAH, il y a des capacités autres qui sont tout à fait préservées, donc au niveau cognitif, tout le reste fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est de soulager les symptômes attentionnels et d'hyperactivité pour que l'enfant il soit plus à l'aise en fait sur les temps d'école. Claudine, Arthur a un traitement au quotidien? Alors, il en a plus. On a arrêté. Ou Parce avait, que- alors, très bien. Avait, il l'a eu pendant 8 ans. Et puis, c'est quand même un traitement lourd. Il faut quand même le reconnaître. Qui n'est pas sans effet secondaire. Bah, j'allais y venir, mais alors quels sont les effets secondaires? Comme ça, on... Bah, je pense qu'elle est plus à même d'en parler, Alors qu'Hélène quel- peut plus en parler. Mais bon, il y a des retards de croissance, il y a quand même beaucoup de choses derrière, quoi. Et puis, on drogue quand même nos gamins. Faut pas l'oublier, hein. C'est quand même une drogue à la base. Donc, il en a pris. Après, pendant son collège, le lycée aussi, il a été sous traitement. Et après, à l'université, il prenait que ponctuellement jusqu'à arrêter complètement. Ce qui est bien, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un cursus. Tu es allé jusqu'à l'université, donc ça montre bien qu'avec traitement, thérapie, des soins et compliqué, beaucoup ouais. d'attention, oui, mais... Il est allé, mais il a pas réussi. Pardon de prendre le côté... Oui, mais moi, je prends le côté positif. On Oui. pourrait se dire, Ah, mais non, mais attention, ce sont des enfants qui sont absolument géniaux, mais qui ont c'est là des où je veux en venir. capacités qui sont parfois plus importantes, qui sont beaucoup plus ingénieux, qui mettent en place des stratégies qui sont C'est autres. ce que tu disais, en fait, Mhm. ils ont d'autres C'est ça. D'autres qualités. d'autres capacités, qualités. bien sûr. Voilà, donc comme je dis, toi tu vas d'un point A à un point B en ligne droite, bah lui il va y aller en faisant des zigzags, en partant à droite, à gauche, mais il va arriver au résultat, hein. Le principal c'est d'arriver au résultat par des moyens détournés, mais il y arrivera. Et il a développé des autres qualités qui sont aussi importantes. Mais bon, l'école n'était pas faite pour lui, on va être Comment clair. est-ce qu'au sein de la famille, vous vous êtes adapté? Est-ce qu'on vous a... Alors j'allais parler de formation, mais il n'y a peut-être pas de formation, mais comment est-ce qu'on vous a aidé à aider Arthur? Ou à soutenir Arthur, si vous voulez. C'est compliqué parce que j'ai été un peu toute seule. C'est cette orthophoniste qui m'a expliqué pendant 1 an le comportement de mon fils. C'est elle qui au départ m'a tout expliqué. Et ensuite, après, moi, j'ai créé quand même une association, on va le dire, hein, les 10 de Tahiti. Au départ, c'était que pour les TDAH. Bon, ensuite, sont venus greffer tous les troubles d'écriture, verbalisation et tout ça. Et bon, je me suis formée toute seule, sur le tas, en allant sur Internet, en me demandant beaucoup. Je me suis beaucoup renseignée auprès des gens qui savaient. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander. Maintenant, il y a des gens qui savent. Il y a des associations qui peuvent aider. L'Institut Synapse, c'est quelque chose qui a révolutionné pour moi toute cette prise en charge de ces enfants Il y particuliers. a des professionnels à même justement de Voilà, répondre aux maintenant questions. on a des pédopsychiatres qui savent. Il ne faut pas l'oublier. De mon temps, on va dire, ils ne savaient pas. C'était pas un trouble qui était reconnu. Il est suivi par un psychiatre depuis l'âge de ses 13 ans. Donc, le psychiatre a mis 3 ans quand même à reconnaître qu'il était TDAH. Au départ, on en parlait tout à l'heure, il l'a traité de schizophrène. Donc là, je me suis quand même un petit peu énervée. Et je lui ai dit, faites ce que vous voulez, mais devant lui. Vous l'évoquez pas. Et tant que vous lui faites du bien et que vous lui faites pas de mal, on continue. Il faut s'armer de courage et de patience. Hein. C'est impressionnant. Courage, patience, persévérance. Moi, je dirais surtout, il faut rien lâcher. Moi, je dirais à toutes les mamans, tous les papas, ne lâchez rien. Arthur, est-ce qu'il y a une activité que tu aimes en particulier ou qui t'apaise ou que tu aimes faire? Une activité
Ben, j'ai fait des échecs pendant très longtemps. J'ai fait de la piscine, j'ai fait de l'escrime. Là, je joue surtout aux jeux vidéo en ce moment, donc c'est ça actuellement. Mais Alors, il y a un vrai paradoxe parce que les échecs, ça demande concentration et ça demande de jouer les coups par avance, en tout cas dans sa tête. Et ça, c'est quelque chose que tu aimes et que tu es tout à fait apte à faire. oui, oui, j'ai fait les cours d'échecs que les écoles proposaient. J'ai fait certaines compétitions, ce qui m'a permis de partir pendant les heures de cours, j'ai envie de dire, ce qui est pour les compétitions. Hein. À la compétition surtout, c'est tout. C'est un vrai paradoxe, hein. J'imagine très très compliqué à vivre, mais moi quand je vois, puis j'ai beaucoup vu Arthur sourire, donc j'aime bien aussi cette énergie. Et Harry, pour conclure, vers qui les parents peuvent se tourner s'ils détectent certains symptômes chez leurs enfants? C'est une bonne question. Souvent, donc, les parents s'en rendent compte, les enseignants également. Et ensuite, je pense qu'en première intention, il faut rencontrer son médecin, en fait, son médecin traitant. Et puis, si le médecin est formé justement au TDAH, aux symptômes, généralement, l'enfant est orienté vers un médecin spécialisé. Et le médecin spécialisé va généralement demander des évaluations complémentaires avec un neuropsychologue, une orthophoniste, en fonction des symptômes associés au TDAH, pour essayer de comprendre de manière globale et holistique l'enfant, voilà, pour poser ce diagnostic. Bien, voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions et à vous renseigner. Merci d'avoir répondu à mes questions. Retrouvez tout de suite le VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée avec TNTV.